Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la question est-ce que le S&P 500 est en bulle? Donc je vais vous donner mon avis, on va regarder ça. Donc déjà pour savoir si le S&P 500 est en bulle, le critère que je trouve le plus pertinent de loin, limite le seul, c'est le niveau de valorisation du S&P 500 tout simplement, puisque une bulle au final c'est quand les prix sont totalement décorrélés des fondamentaux, donc quand les prix sont trop au-dessus de la valeur intrinsèque des entreprises qui composent l'indice. Donc pour ça, j'ai pris ici le PER actuel du S&P 500, et donc on va comparer son PER actuel à son PER historique. Donc on a les PER de 1971 jusqu'à aujourd'hui 2025. Donc on voit que le plus gros pic, c'est ici en 2009, mais là il faut savoir que c'était plus dû à une baisse des bénéfices, donc c'est le dénominateur qui a baissé suite à la crise financière. Donc cette hausse du PER n'est pas due à un excès au niveau des prix, donc du numérateur. Donc ça on peut éliminer. Ensuite, on a eu le même phénomène suite à la bulle Internet en 2002. Donc pareil, ce deuxième pic-là, on peut l'éliminer. Et maintenant, il nous reste donc le plus haut niveau de valorisation de l'histoire du S&P, c'est-à-dire en 2021. Il y a seulement 3 ans où il était monté à presque 41 fois les bénéfices. En deuxième position, on a la bulle Internet, donc dans l'année 1999, où on est monté à 35 fois les bénéfices. Et si on cherche le troisième plus haut niveau de valorisation, on arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à plus de 29 fois les bénéfices. Donc 40 fois en 2021, 35 fois en 99 et aujourd'hui 29. Donc historiquement, ça reste un niveau qui est très élevé, même si on est encore à un autre niveau de ce qu'il y a eu par exemple en 2021. Donc mon avis, c'est qu'il y a une bulle, mais sur une certaine partie du marché. Et il se trouve que parmi les entreprises concernées, il y a les entreprises qui pèsent le plus lourd dans l'indice, ce qui forcément tire la moyenne du PER vers le haut. Et la partie du marché qui est concernée, sans trop de surprise, c'est la partie qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc ça inclut pour moi le secteur des semi-conducteurs et des boîtes comme Microsoft et aujourd'hui Apple. Et je dis ça pour deux raisons. Donc déjà la numéro 1, c'est les niveaux de valorisation de ces entreprises-là. Donc on va aller regarder ça rapidement. Alors Nvidia, j'en ai parlé assez récemment. Aujourd'hui, Nvidia, c'est 84 fois le free cash flow, donc déjà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et si je regarde rapidement le niveau de croissance nécessaire pour justifier le prix actuel, si on admet qu'Nvidia un jour redescend à 30 fois le free cash flow, ce qui arrivera forcément, hein. S'il y a 20% de croissance, 22, 23... Donc voilà, pour justifier le prix actuel de Nvidia, pour faire une bonne performance, faudrait un prix sur free cash flow de 30 dans 10 ans, et une croissance de 23% par an pendant les 10 années à venir. Donc c'est un pari qui me paraît extrêmement risqué et que je ne prends pas personnellement. Et sachant qu'en plus, ça c'est en partant du free cash flow par action actuel, mais qui lui-même a complètement explosé. Si on regarde, hop, voilà, ça c'est les free cash flow des derniers trimestres. Et si je regarde par année, et donc ça veut dire que les 23% de croissance nécessaires qu'on a vu juste avant, c'est en partant du principe que ça c'est la nouvelle base de Nvidia. Ça veut dire que ça ignore complètement l'hypothèse d'une baisse de la demande. Et face à une telle explosion, pareil, je ne prendrai pas non plus le pari que le niveau de demande ne faiblisse pas du tout à partir d'un tel écart d'une année à l'autre. Donc voilà, ça c'était pour le cas de Nvidia. On va regarder maintenant Microsoft rapidement. Hop, niveau de valorisation de Microsoft, on est aujourd'hui à 49 fois le free cash flow. Pareil, c'est énorme. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, mais on va regarder le niveau de croissance nécessaire. Donc... pareil, je vais mettre 30 fois le free cash flow, même si je trouve que ça reste aussi beaucoup. Et niveau de croissance, peut-être qu'il faudrait 16%, voilà. Il faudrait 16% par an de croissance du free cash flow par action de Microsoft sur les 10 prochaines années, et un multiple de 30 fois le free cash flow dans 10 ans. Donc pareil, ça me paraît un pari qui est assez risqué, et donc Microsoft me paraît aujourd'hui très surévalué. Et ensuite, on peut prendre l'exemple d'Apple. Donc Apple... il faut prendre en compte le fait qu'ils n'ont pas eu de croissance depuis 2021. Donc ça c'est au niveau du revenu, et si on regarde le free cash flow par action, c'est à peu près la même histoire. Voilà, ça n'a pas vraiment bougé sur les 3 dernières années. Donc c'est à prendre en compte dans la valorisation, hein. Donc on va faire pareil, on est aujourd'hui à 35 fois le free cash flow sur Apple. Admettons qu'il retombe à 30, même si historiquement c'est une boîte qui a des multiples un petit peu plus faibles que Microsoft. Mais on va mettre 30 pour être optimiste pour cette vidéo. Et ici, 12% par an. Donc là, c'est un cas qui est beaucoup moins extrême que les deux qu'on a vus juste avant, Nvidia et Microsoft. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'une boîte qui a une croissance maintenant plus faible que les deux précédentes, et qui vend aussi principalement du hardware, et qui a historiquement des multiples plus faibles, etc. etc. Donc voilà, c'est pareil, j'investirai clairement pas sur Apple en pariant sur 12% par an de croissance du free cash flow par action à partir d'aujourd'hui, ni sur un multiple prix sur free cash flow de 30 dans 10 ans. Donc là, on vient de voir 3 exemples qui sont concernés. Il y en a d'autres, notamment au secteur des semi-conducteurs. Et donc les 3 boîtes qu'on vient de voir, elles pèsent très lourd dans l'indice.
Donc Apple, c'est au moment où je fais la vidéo, 3600 milliards, Microsoft 3500 milliards, et Nvidia 3300 milliards. Et comme on a les trois plus grosses boîtes de l'indice qui sont concernées, et ben forcément la moyenne du marché entier est tirée vers le haut. Donc ça c'était le premier point, la valorisation. Maintenant le deuxième point qui me fait penser qu'il y a une bulle sur une partie du marché, c'est l'état d'esprit d'une partie des investisseurs et surtout les débutants, donc qui est tout simplement l'émotion et principalement l'euphorie, l'excitation, le FOMO, avec aussi énormément de certitude. Et il y a plusieurs manières de le voir assez facilement. Manière numéro 1, c'est les commentaires YouTube. Donc sur certaines chaînes, comme la mienne par exemple, sous les vidéos concernées, par exemple sous les vidéos sur Nvidia, il y a des commentaires où il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour voir que c'est plus la raison qui écrit, mais c'est l'émotion qui écrit. Et je pense qu'on voit ça un peu partout. Je regardais l'autre jour une vidéo, la dernière vidéo de Joseph Carlson, qui parlait justement de son avis négatif sur Nvidia. Et je suis allé voir en plus son avis qui est nuancé, hein, voilà. Et je suis allé lire les commentaires. Et il y a énormément de gens, en plus c'est les commentaires qui remontent, donc les commentaires les plus likés, qui sont hyper optimistes sur Nvidia et qui disent il faut continuer d'investir, c'est que le début, voilà ce genre de phrases, et qui reprochent justement, qui lui reprochent d'être trop pessimiste, alors que normalement si tu investis de manière rationnelle, bah, si tu vois quelqu'un qui fait une vidéo avec un avis négatif sur une action que toi t'achètes en ce moment, bah, normalement ça te vient même pas à l'idée d'aller mettre un commentaire négatif. Donc le fait que ces personnes-là ressentent le besoin de le faire, et surtout qu'en liant plus après le contenu, pour moi ça montre que, voilà, que c'est plus la raison qui parle. Et d'ailleurs je suis à peu près sûr aussi que je vais y avoir droit dans les commentaires de cette vidéo. Donc il y a ça, là il y a les commentaires YouTube des vidéos de finance, il y a Twitter, voilà, cas évident. Et il y a aussi les articles qui sont uniquement positifs. Bon, là, j'ai pas pris un article spécifique, mais juste si on tape Nvidia, qu'on va dans News. Donc Nvidia surpasse les attentes avec machin, il pourrait nous présenter la carte graphique la plus rapide jamais conçue. Il y a le marché des puces verrouillé par l'empire Nvidia. Comment les microservices Nvidia accélèrent l'IA générative sur les PC et stations de travail. Machin déclare que la croissance organique des ventes conduira l'action Nvidia à surperformer. Il y a 23 heures. Les meilleures actions de 2024, Nvidia et les étoiles montantes de l'IA, etc., etc. Sauf que malheureusement, les meilleures performances, on les a en général plutôt en investissant quand il y a beaucoup de pessimisme. Par exemple, si on était en 2022 et que là je tapais méta, les articles c'était pas du tout ça. C'était l'extrême opposé. Et c'est ce qui en a fait un des meilleurs investissements des dernières années. Et investir en période d'extrême optimisme, en général, ça tourne pas très bien. Donc voilà les différentes manières de voir l'excès d'émotion et le manque de raison chez une partie des investisseurs aujourd'hui. Et donc c'était le deuxième point qui pour moi montre qu'il y a une bulle sur une partie du marché. Donc première partie c'était la valorisation, deuxième partie c'était l'état d'esprit des investisseurs. Donc maintenant une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'on se dit qu'on arrête d'investir et qu'on attend un crack? Je pense pas non plus que ce soit une bonne idée. De toute façon, quel que soit le moment, il faut toujours chercher s'il n'y a pas d'investissement intéressant. Je pense qu'en ce moment, il y en a, je trouve qu'il y en a très peu, en tout cas, j'en ai trouvé très peu, mais il y a quand même de quoi investir, à mon avis. Donc, vous avez vu dans mes investissements du mois qui vient de passer, donc j'ai investi récemment dans Fortinet, dans Visa. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on regarde rapidement pourquoi je considère qu'aujourd'hui Visa c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui Visa déjà 263 $. Si je regarde déjà comment a évolué le prix de l'action par rapport au marché sur les derniers mois, on remarque que donc aujourd'hui le S&P est à un plus haut historique, mais Visa déjà a eu son plus haut le 21 mars à 290, aujourd'hui 263, donc il y a eu une déconnexion entre le marché et Visa. Et la dernière fois que Visa était à 200, enfin la première fois que Visa a dépassé les 263 $, c'était en janvier, donc ça fait maintenant 7 mois. Donc Visa aujourd'hui est au même prix qu'il y a 7 mois, donc on voit qu'elle n'a pas du tout évolué comme le S&P. Et si maintenant on regarde ce que ça donne niveau valorisation, eh bien au moment où je fais la vidéo, Visa est à moins de 27 fois le free cash flow, alors qu'on a vu que le S&P était à 29 fois les bénéfices. J'ai pas trouvé en multiple du free cash flow, mais ça doit être à peu près équivalent. Donc on a Visa qui est moins cher que le S&P, mais pour une qualité pour moi qui est largement supérieure, et son prix actuel se justifie pour des estimations qui paraissent voilà, beaucoup plus raisonnables. Donc 10% par an de croissance du free cash flow par action, ce qui est inférieur aux moyennes historiques et ce qui correspond plutôt à la croissance du revenu, mais là on parle de free cash flow par action. Multiple 25 fois le free cash flow, donc inférieur aux moyennes historiques, hein, c'est plutôt un point bas pour Visa. Et si tout ça se réalise, ça pourrait me donner une perf de 13% par an. Donc voilà un exemple d'investissement que je trouve intéressant et que j'achète en ce moment. Et pour donner vite fait deux autres exemples d'entreprises que j'ai pas achetées mais qui sont quand même de qualité et à des valorisations
qui ont l'air plutôt intéressantes. Il y a par exemple Lululemon, hein, qui se justifierait aujourd'hui pour 8% par an de croissance du free cash flow par action et 20 fois le free cash flow dans 10 ans. Donc c'est une boîte qui, d'après moi, aujourd'hui est plutôt sous-évaluée, qui a des très bons fondamentaux. La raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté, c'est que je ne suis pas convaincu du moat à long terme. Ça reste une entreprise de vêtements de sport, donc j'arrive pas à avoir une conviction dessus. Donc voilà, je préfère pas me forcer dans ce cas-là. Et autre exemple qu'on avait vu, c'est Ulta Beauty. Pareil, des très bons fondamentaux. Et si on fait une valorisation rapide, eh bien le prix actuel se justifierait pour 9% par an de croissance du free cash flow par action et un multiple de 20 fois le free cash flow dans 10 ans. Donc ce qui pourrait donner 13% par an de performance si tout ça se réalise. Donc voilà pour 3 exemples d'actions de qualité que je considère complètement épargnées par la bulle. Donc ma conclusion, c'est dans le marché actuel de surtout être prudent. Donc pas se faire avoir par les émotions, pas se faire avoir par le FOMO, ne pas se faire influencer par les autres. Et je pense que ceux qui aujourd'hui achètent les actions qui explosent parce qu'elles explosent, ils finiront par le regretter, comme ça a été le cas avec Tesla en 2021 et comme ça a été le cas 1000 fois auparavant. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et être paralysé et ne plus oser investir. Comme on l'a vu, le marché n'est pas homogène et toutes les actions du S&P ne sont pas concernées par le niveau d'euphorie actuel et même parmi des entreprises de qualité. Et donc je dirais que comme d'habitude, il faut oublier le marché dans son ensemble et plutôt se concentrer sur les actions individuelles et se demander simplement pour chaque action, est-ce que celle-là me paraît de qualité suffisante? Est-ce que la valorisation me paraît bonne? Si oui, dans ce cas, on doit potentiellement prendre une décision d'achat indépendamment du marché dans son ensemble, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui se passera le jour où les valorisations des entreprises liées à l'IA va baisser, revenir à des niveaux plus normaux. Est-ce que cette poche-là du marché va baisser toute seule et les autres entreprises vont continuer leur vie? Ou est-ce qu'elles vont entraîner un pessimisme global sur le marché entier? Ça, on ne peut pas savoir. Donc je pense que c'est le genre de réflexion qu'il vaut mieux ne pas avoir, ignorer complètement, et rester focus sur les actions individuelles. Et puis si vous voulez utiliser Graham pour valoriser vos actions, aussi pour trouver les entreprises de la plus haute qualité, et puis pour retrouver tout ce qui est nécessaire pour analyser une boîte, par exemple les transcripts des résultats, et puis tous les chiffres, ici par exemple le free cash flow, la marge du free cash flow, ou bien même le free cash flow par action, tout ce qui est lié au compte de résultats, chiffre d'affaires, les niveaux de marge, les bénéfices, etc. Et puis tout ce qui est lié au bilan, donc par exemple le niveau de dette des entreprises. Et puis d'autres fonctionnalités comme la liste de toutes les entreprises qui remplissent mes 6 critères de qualité, les portefeuilles des super investisseurs, les watchlists et aussi la communauté privée. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!